Voilà, alors on continue de nous intéresser aux influenceurs pour notre prochaine conférence. Et qui dit influenceur dit également intérêt de la part des marques et autres diffuseurs. Il est vrai que l'impact aujourd'hui que peut avoir un influenceur auprès du public ne peut laisser les acteurs de la communication indifférents, mais ne devient pas aujourd'hui influenceur qui veut. Il faut savoir faire preuve, notamment, on en a parlé lors des précédentes conférences, il faut faire preuve de créativité. Alors pour nous parler de la créativité des influenceurs au service des marques, nous accueillons Virginie Maire du studio 71 TF1 Feu Finder Studio. Vous allez nous expliquer tout ça. Je vous laisse la parole. Ah, vous avez le micro juste là. Ça sera plus pratique. Voilà. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc effectivement, moi, je vais vous parler de la créativité, mais avant, je vais vous présenter où je travaille. Donc effectivement, c'était une agence qui s'appelle Finder Studio. On vient de changer de nom, c'est tout frais. On est Studio 71 maintenant et on appartient à TF1 en France. Donc en fait, c'est un MCN. Alors qu'est-ce qu'un MCN? C'est un multi-channel network. Donc en fait, ça veut dire qu'on agrège une multitude de chaînes sur YouTube. Donc on travaille avec les influenceurs et donc on essaye de leur apporter en fait de la communication, du marketing, de l'aide en fait dans leur créativité de tous les jours et également d'encadrer surtout leur partenariat. Donc de travailler avec les marques. Donc là j'ai juste pour vous donner un petit peu la genèse de tout ça, vous lancez une vidéo. Je ne sais pas s'il y a le son. Non, il n'y a pas le son. Il devrait. Il devrait. Et finalement, non. Ou pas. Ok, salut tout le monde. I should start a YouTube channel. Go ahead and call the president of the internet. Tell him Rock's got a hell of an idea. It's time to change the game. Je lui fais de gros bisous. Ciao, ciao. Oh, on gratte des étapes là. Pourquoi pas? Mais putain, mais on est où là? Attendez. 2 secondes. Vous savez quoi? Venez avec moi. Alors, on y va? Et à un moment, il va falloir y aller. Voilà, en septembre, on y est. Comme vous avez pu le voir, Studio 71 en France, c'est l'agrégation en fait des chaînes de Finder Studio. Donc, c'est plus de 120 chaînes aujourd'hui en gestion chez nous. C'est les audiences aussi à l'international de Studio 71 parce que c'est le 3e MCN mondial. Donc bon, vous avez pu le voir, on a aussi des talents qui ne font pas que une vie de youtubeur type The Rock, qui a également une chaîne YouTube pourtant. Et également les contenus de TF1, donc les contenus d'antenne type The Voice, etc. Donc ici, l'idée c'est plutôt de parler des partenariats. Donc le Grand JD nous en a parlé, il en fait quelques-uns. J'avais oublié qu'il y avait des chiffres. J'ai remis quelques chiffres. Donc aujourd'hui, c'est plus de 500 millions de vidéos vues par mois. On a plus de 125 chaînes en France, 1300 chaînes au global. Donc il y a l'Allemagne, les États-Unis, US, Italie, Pays-Bas, Angleterre. Bref, voilà. Et donc, c'est avant tout aussi la gestion de médias sociaux pour tous ces créateurs. Parce que aujourd'hui, quand on a des partenaires, des marques qui viennent nous voir, souvent, ils vont nous dire « Bon, je veux machin ou machine parce que elle a une belle audience. » Et puis là, en fait, on va se poser, on va travailler parce qu'en fait, c'est pas une agence de mannequins.
les influenceurs sont pas juste sur un catalogue et puis on va aimer leur puissance ou juste leur tête et puis on va travailler avec eux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc c'est en ça où on accompagne en fait les marques pour faire du brand content, pour gérer les chaînes, pour gérer du social media et donc ce avec les influenceurs parce que c'est très important en fait de travailler avec eux. C'est eux qui connaissent leur communauté, c'est eux qui ont l'habitude de travailler leur communauté, d'adresser les messages au mieux. On n'est pas là pour avoir des bad buzz quand on travaille avec une marque parce qu'il ne faut pas oublier que l'influenceur, le youtubeur, c'est lui qui est en première ligne en fait quand il impose un message à sa communauté. Et on n'est pas abonné à une chaîne YouTube d'un influenceur pour avoir de la pub qu'on n'a pas envie d'avoir comme message. Donc c'est vrai qu'on fait extrêmement attention au type de partenariat qu'on a avec les marques. Donc ça, c'est vraiment très important déjà. Et pareil, Julien le disait tout à l'heure, on ne fait pas n'importe quoi sur sa chaîne, on choisit vraiment les personnes avec qui on a envie de travailler et dans quel processus on a envie de le faire. Donc nous, chez Studio 71 France, voilà les différentes verticales thématiques sur lesquelles on travaille et donc sur lesquelles on est amené à rencontrer des annonceurs pour travailler leur message qu'ils ont envie de faire passer. Parce que, faut pas se leurrer, les annonceurs ont bien compris aussi toute la puissance des influenceurs et leur pouvoir de prescription surtout. Il y a ce positionnement souvent chez les influenceurs d'être le grand frère, le meilleur copain, parce qu'il y a cette proximité qui s'installe aussi avec leur communauté. Et du coup, c'est forcément plus engageant que quand on a du papier glacé et une mannequin qui finalement est assez loin de nos préoccupations du quotidien. Donc ça, les annonceurs l'ont bien compris. Les influenceurs d'aujourd'hui sont, comme leur nom l'indique, influenceurs. Donc influence, effectivement, ont ce pouvoir d'influencer les décisions d'achat. Donc, comment est-ce qu'on va travailler tout ça pour avoir des brand solutions qui sont intéressantes? Nous, l'idée, c'est d'être un peu le trait d'union entre les marques et les influenceurs. Et donc, les marques, de leur dire, on n'est pas dans une copie pub habituelle, c'est pas parce que vous payez en gros que l'influenceur va lire votre message marketing qui pourtant a été bien cadré par les marketeurs qui l'ont fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Il va falloir que l'influenceur s'approprie avec son langage à lui les messages qu'on a envie de faire passer et ce en étant à l'aise avec ces messages. Donc, je vous ai choisi plusieurs cas qui sont très différents les uns des autres. Donc, un premier cas avec la marque Rimmel et qui travaille depuis 2 ans avec nous sur toute leur stratégie de brand publishing. Et Emma Cakeup en est l'égérie. Et l'égérie de cette marque, l'idée c'était vraiment de pouvoir accompagner cette marque dans la digitalisation de leur stratégie de communication. Et c'était un peu des premiers pas qu'ils faisaient sur ce terrain-là en termes de com. Donc en fait, l'idée c'était vraiment de pouvoir avoir la bonne personne qui va rentrer dans l'ADN de la marque et donc porter et défendre les couleurs de Rimmel parce que c'est fait de manière naturelle. Et donc après, c'est de travailler vraiment le contenu éditorial. Donc le contenu éditorial, c'est effectivement d'avoir les demandes de la marque, de nous pouvoir faire la production de tout ça et que Emma se sente bien dans ces productions-là. Donc ça va donner finalement des types de contenus qui sont très différents par rapport à ce qu'elle va faire sur sa chaîne habituellement, parce que là c'est du coup sur la chaîne de la marque. Donc on peut se permettre d'aller sur un style plus publicitaire dans ce qu'on va proposer. Donc
au cours de l'année, ce qui est intéressant avec ce partenariat aussi, c'est que Emma a pu profiter de plein de rencontres avec les autres égéries de la marque Rimmel, les égéries historiques de la marque Rimmel, type Kate Moss, Cara Delevingne, des rencontres comme ça. Donc ça fait des événements assez exceptionnels aussi. Ça lui permet d'accéder à d'autres types d'événements, de contenus. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui intéressait Emma. C'est pour ça qu'elle a participé aussi à ça et à ce partenariat-là. Mais elle est également très engagée en fait et apporte toujours sa créativité dans ce qu'elle veut faire. Il faut qu'elle se sente vraiment à l'aise pour pouvoir porter réellement le message de Rimmel et que du coup sa communauté soit effectivement contente pour elle parce qu'elle va transmettre en fait son enthousiasme dans ce partenariat. Et du coup, la communauté est effectivement contente pour Emma qu'elle fasse ce type de partenariat. Donc voilà, donc ça c'était un premier cas vraiment de brand publishing qui est à l'année, donc avec énormément de production de vidéos tout au long de l'année. J'avais envie de vous parler d'un autre cas qui était plus fun pour le coup, parce que la marque s'appelle Oreo. Et du coup, ils avaient une problématique qui était internationale, puisque évidemment marque internationale, mais avec une stratégie qu'ils voulaient dupliquer un peu dans tous les pays. Et ils avaient fait le lancement de la double crème Oreo. Et donc, il y avait des concours de léchage d'Oreo. On travaille sur des sujets sympas aussi de temps en temps, où on a fait des concours au bureau pour savoir en combien de temps on pouvait lécher un Oreo. C'était vraiment très cool. Et du coup, c'était comment est-ce qu'on peut faire que ce nouveau réflexe, parce qu'Oreo voulait que ce soit un réflexe en fait de lécher le plus rapidement possible son Oreo, soit porté, fédéré par des influenceurs sur une communauté du coup qui est assez jeune, parce qu'on va chercher du coup à toucher une cible assez jeune. Et du coup, on a orchestré en fait une opération où il y avait plusieurs temps d'animation, donc aussi bien sur les réseaux sociaux des différents youtubeurs qui sont partis dans cette aventure-là, et eux avaient justement très envie de se marrer avec ça, de lancer des battles entre eux. Donc on est vraiment parti de ça pour faire des équipes de youtubeurs où ils s'affrontaient là-dedans. Donc il y avait sur les réseaux sociaux, sur leur chaîne YouTube, des jeux concours qui étaient faits, et surtout à la fin un rendez-vous physique où on pouvait venir rencontrer et faire la battle en vrai, dans la vraie vie. Et donc ça fait aussi partie d'opérations qui vont aussi très loin. How can an iconic brand such as Oreo still draw attention and engage a volatile target? Make the ritual become an event. The Double Oreo Lick Race. One generation decided to meet the challenge. 6 of the biggest YouTuber influencers over the 13-18 range have 5 weeks to face the many challenges among them. Hey les amis, participez à la Lick Race Oreo. To help them accomplish their tasks, they called on their fans to come help support them at the event. One goal: win. And don't worry, they were motivated. Extremely. Our champions could rely on the unfailing support of their community that showed up massively to the event, but also on social networks. Soutenez vos youtubeurs préférés comme moi. Eh non, soutenez-moi. Non, moi. As a result for Oreo, more than 250,000 views on YouTube channels and social networks, 500,000 views on Snapchat on meeting day, 6.5 million uses of Oreo's Snapchat filter, 3,000 subscribers to the event. In 5 weeks, the Double Oreo Lick Race became a generational trend that accumulated more than 2.5 million views. Voilà, ce qui est intéressant sur ce type de partenariat, c'est que les youtubeurs étaient
au taquet, ça les faisait délirer de faire ce truc-là. Et du coup, c'est toujours très important, évidemment, de travailler main dans la main avec les créateurs, parce que c'est eux qui vont porter les messages. Et du coup, sur ce type de communication, il faut vraiment avoir cet échange-là, et les inclure complètement dans le processus de créativité, en fait, quand on va proposer de la com à des partenaires. Donc ça, c'est vraiment un point capital, parce que du coup, ça a été un vrai succès. Les youtubeurs étaient hyper contents d'avoir participé à cette opération. La communauté les a rencontrés en vrai. Et évidemment, Oreo était super content, parce que c'est allé au-delà de leurs espérances sur les différents réseaux sociaux et l'utilisation de tout ça. Donc c'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'Oreo est venu nous briefer avec une copy strat qui était assez figée, parce que justement une problématique internationale, en voulant dupliquer sur les pays. Et comment est-ce qu'Oreo a aussi accepté de jouer le jeu, qu'on twiste un petit peu le concept pour aller finalement plus loin que ça, parce qu'ils n'avaient pas du tout envisagé qu'on puisse faire un événement dans la vraie vie. Et voilà, on était plus sur, à l'origine, juste des vidéos qu'on allait passer en pré-roll, voilà, sur un modèle très publicitaire. Et on a fait vivre l'opération sur les différents réseaux sociaux de manière beaucoup plus large. Donc forcément, ils étaient assez satisfaits de tout ça. Un dernier exemple que j'avais envie de vous proposer, c'est une collaboration avec la marque Neutrogena, où là, justement, on est dans le cas publicitaire pur. Là, on voulait vraiment, enfin Neutrogena voulait vraiment une pub à passer en pré-roll, donc justement complètement l'opposé de ce que je viens de vous dire sur Oreo. Mais pour autant, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est de se dire dans cette communication, une youtubeuse comme Léa, je ne suis pas jolie, elle, quand sa communauté vient la voir sur YouTube et tombe sur son pré-roll, en fait, ils sont déjà en train de consommer du « je ne suis pas jolie ». C'est déjà du contenu « je ne suis pas jolie ». Si toutefois, « je ne suis pas jolie » a dit comment est-ce qu'elle voulait parler de ça, en conservant sa ligne éditoriale, en conservant son style, son ADN, et ce qui fait qu'on est allé chercher Léa et pas une autre à ce moment-là, parce qu'on voulait toucher effectivement sa cible, sa communauté, mais elle, il fallait aussi qu'elle se sente à l'aise dans ce spot publicitaire, parce que du coup c'est quand même un autre exercice. On est sur un spot donc court, où on va vraiment porter le spot, la marque. Faut que ça respecte réellement comment est-ce qu'elle le traite, comment est-ce qu'elle le fait. Donc ça, une fois encore, Léa nous a vraiment apporté, elle aussi, le comment est-ce qu'elle avait envie de traiter le sujet. C'est encore un nouvel exemple de... Avec le nouveau Correct & Perfect de Neutrogena, dessus je maquille, dessous je réduis les marques et imperfections. Neutrogena, see what's possible. Donc ça, typiquement, c'est un conseil qu'elle aurait pu donner sur sa chaîne. Alors, ça aurait été plus long, ça aurait été tourné différemment, mais c'est typiquement un conseil qu'elle aurait pu donner sur sa chaîne. Donc c'est en ça où c'est aussi très important que la créativité et la manière de fonctionner soient avec le talent et le respect. Là, je vous ai donné que 3 exemples en fait de ce qu'on peut faire. Quand je dis to be continued, c'est qu'on est encore au début de cette créativité-là. On a encore 1000 choses à faire. C'est un terrain qui est encore pas assez exploité ou pas forcément toujours avec les bons codes. C'est un nouveau moyen de communication, mais faut-il encore en avoir les codes et les respecter ? Donc ça, c'est un peu notre travail au quotidien avec les marques aussi, de les éduquer un petit peu dans ces nouveaux moyens de communication. Mais quand on va savoir vraiment les utiliser, c'est des moyens de communication qui sont extrêmement puissants, extrêmement efficaces et surtout très sympas à travailler. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Il nous reste encore du temps pour les questions-réponses. On va vous garder encore un petit peu sur ce plateau. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, à lever la main. On va vous amener un micro. Alors, ils sont un peu timides, mais ils vont se lancer, j'en doute pas. Vous parlez finalement de cet incubateur avec les marques. Il faut les approcher, il faut leur parler, leur montrer qu'il y a des choses encore à faire. Mais est-ce qu'il faut aussi cadrer ces influenceurs ou pas du tout? Est-ce qu'il faut leur laisser une totale liberté? Il y a d'un côté les marques, de l'autre côté les influenceurs. Quel discours on tient d'un côté et de l'autre? C'est effectivement faire ce trait d'union-là entre les deux. C'est dans un respect d'une ligne éditoriale, c'est dans un respect de ce que le youtubeur va faire. Après, on est là aussi effectivement pour répondre aux attentes du client et de son brief. Mais c'est en ça où il faut que tout le monde mette un petit peu d'eau dans son vin, quelque part. Mais quand on fait des dispositifs qui sont les bons dispositifs, c'est que personne n'est froissé à aucun moment. C'est que les règles du jeu ont été connues pour tout le monde. Donc on sait que oui, l'influenceur ne va pas lire exactement le texte comme il a été écrit et que non, ça ne va pas être effectivement fait comme si on avait fait une pub qui va en télé, parce que ce n'est pas ça les codes. Donc ça, l'annonceur, une fois qu'il a accepté de partir là-dedans, c'est vrai qu'il va plus lâcher, mais j'ai déjà eu des demandes là on va faire apparaître le prix au milieu. Ben non, en fait on peut pas faire apparaître le prix au milieu comme ça d'une vidéo d'un influenceur sur sa chaîne. C'est pas des panneaux d'affichage en fait. Donc ça on peut pas le faire. Donc on a encore du travail du côté des marques. Et après, il faut que, et c'est en ça où c'est important, il faut que l'influenceur soit très à l'aise avec le partenariat qu'il est en train de faire, qu'il n'essaye pas de le camoufler, parce que de toute manière, ça ne fonctionne pas. Et au contraire, l'influenceur est de toute manière très transparent et très honnête vis-à-vis de sa communauté, n'a pas envie de mentir à sa communauté, et c'est pour ça que ça fonctionne, et c'est pour ça que ça fonctionne aussi. Donc voilà, donc il faut que tout le monde soit content, mais oui, la marque a des attentes, et à partir du moment où on est tous d'accord pour faire le partenariat, il faut répondre aux attentes. Et souvent l'influenceur est jeune, voire même très jeune. C'est difficile de le faire se confronter à cet univers des marques. Il y a aussi il y a une attente commerciale, il y a une attente derrière. C'est pas juste s'amuser. Alors c'est pour ça qu'on est là aussi. C'est justement pour faire le filtre. Voilà, on a des équipes de talent management qui sont là pour protéger les talents. On a des équipes de commerciaux qui sont là pour qui répondent aux marques. Donc au bureau, ils se fightent un peu les deux. mais voilà, en vrai, il faut qu'on trouve un terrain d'entente là-dessus. Mais c'est vrai que c'est important aussi de protéger les talents qui peuvent être jeunes, très jeunes, et sans même ça, je me rappelle de moi, à 18 ans, j'avais pas lu beaucoup de contrats avec des marques et autres. Donc voilà, ça peut être un peu compliqué aussi. Donc c'est aussi ça notre rôle. Je crois qu'il y a une question là, monsieur, dans la salle. On va vous amener un micro. Après, une fois qu'ils sont lancés, ils sont inarrêtables. On a encore du temps, ne vous inquiétez pas. Bonsoir. J'ai deux questions. La première, c'est à quel point la maison mère du groupe TF1 soutient ce MCN. Est-ce qu'ils ont beaucoup de budget à vous consacrer, parce que j'imagine qu'il y a quand même des équipes à payer, je ne me rends pas compte combien vous êtes. Et ma deuxième question, comme ça après je vous laisse répondre pour les deux, il y a beaucoup de MCN aux États-Unis ou en Amérique du Nord, mais je ne me rends pas compte si le marché est grand en France et en Suisse. Voilà. Alors en Suisse, je le connais moins. Le marché en France, alors aux États-Unis, oui, il y a beaucoup de MCN. Il y a beaucoup de MCN américains qui ont aussi monté des bureaux en France et ailleurs. En France, c'est plutôt un marché concurrentiel. Il y a beaucoup de créateurs. Donc après, chaque MCN a sa spécificité. On peut tous avoir des méthodes de travail qui sont différentes, des verticales des terrains de prédilection plus importants que d'autres. Donc voilà, donc ça c'est des différences qu'on peut avoir d'MCN à l'autre.
Mais c'est un marché qui est assez concurrentiel parce que voilà, il y a beaucoup de, c'est un nouveau marché, donc il est en train de se comment dire, il est en train de se faire en fait aujourd'hui le marché d'MCN. Donc voilà, mais au même titre que YouTuber, c'est un nouveau métier. Avec il y a le nouveau métier de MCN qui est arrivé. Donc voilà, donc ce marché va se structurer, il est encore jeune, il commence déjà pas mal à se structurer. Ça va faire en France, ça fait 6 ans que vraiment les MCN ont commencé à devenir gros. Après, la question c'était sur TF1. TF1, c'est surtout un super rapport au niveau de la régie publicitaire. Parce que c'est la plus grosse régie européenne, donc c'est un beau atout. Parce que d'une part, ils vont commercialiser de l'in-stream, donc ça c'est une vraie source de revenus additionnels pour les créateurs, sur laquelle ils n'ont rien à faire à part faire leurs vidéos comme d'habitude, et donc avoir de la vidéo vue sur leur chaîne, parce que du coup, ils vont mieux vendre l'in-stream donc l'in-stream c'est la pub pré-roll qui est avant les vidéos, donc soit c'est YouTube qui le vend, soit c'est la régie de TF1. Donc forcément TF1 le vend plus cher que la régie YouTube, donc ça fait des revenus additionnels. Donc ça c'est un vrai apport de TF1 parce que c'est le métier de régie de vidéo, c'est très technique, donc c'est plutôt pas mal d'avoir une régie comme TF1 là-dessus. Et par ailleurs, c'est une excellente régie sur les OPS aussi, parce que les clients aujourd'hui ont bien compris justement tout l'intérêt d'avoir des propositions commerciales qui vont plus loin que juste du spot en télé. Donc aujourd'hui, ils vont sur ces terrains-là, et donc TF1 est capable maintenant de répondre avec la force de son antenne, du digital sur les différents sites, et d'aller chercher une complémentarité de cible sur du Studio 71. Et excusez-moi, juste sur les MCN, en France, vous disiez il y en a beaucoup, mais dans un ordre de grandeur, une cinquantaine, une quinzaine? Ah non, quand même. Une quinzaine? Non, alors... non, parce que... Alors, le vrai terme technique de MCN, déjà, c'est partner avec YouTube. Donc déjà, pour passer cette étape-là, tout le monde ne peut pas être MCN reconnu par YouTube. Donc ça, déjà, c'est un premier point, mais qui est très technique, en fait, parce que c'est juste des problèmes de CMS, et voilà. Je ne vais peut-être pas vous ennuyer avec ça. Mais après, des agences, oui, il y en a plein. Il y en a plein. Merci. Plaisir. Une autre question dans la salle? Et si jamais, n'hésitez pas, vous pouvez encore aller vers madame après coup, il n'y a aucun problème. Peut-être une petite dernière question par rapport aux marques. Est-ce que toutes les marques ont la même démarche en croyant dans ces projets? Ou est-ce qu'elles le font, certaines, pour être sur ces réseaux et développer ce genre de stratégie? Alors, il y a des marques qui sont extrêmement matures sur le sujet, et donc qui ont l'habitude de travailler avec des influenceurs, et donc qui veulent augmenter, aller plus loin, parce que convaincus justement... Donc il y a une réelle stratégie. Donc il y a une vraie stratégie, et au même titre qu'ils ont une ligne dans leur plan de communication sur la télé, la presse, la radio, maintenant il y a une nouvelle ligne sur l'influence et sur le social media. Donc voilà, donc il y a des marques qui sont extrêmement matures par rapport à ça. Il y en a d'autres qui viennent nous voir un petit peu, on a entendu dire que c'était bien d'y aller, mais on ne sait pas trop pourquoi, pour qui, comment. Donc voilà, donc on va les accompagner là-dedans. Et puis il y a encore des marques qui iront pas, mais alors après pour différentes raisons, parce que soit effectivement elles sont complètement réfractaires à tout ça et elles veulent pas y aller, mais plus souvent c'est aussi parce que c'est pas leur cible, parce que aujourd'hui ça ne couvre pas obligatoirement non plus toutes les problématiques de com de chacune des marques. Donc il y a encore des horizons à défricher. Donc encore de très belles choses à faire. Très bien, merci beaucoup. Merci. On peut vous applaudir. Merci.